On va aborder le sujet des informations. Bon, Elisabeth Martichoux, hier matin, de temps en temps, c'est comme je bosse chez moi, donc souvent j'écoute Elisabeth Martichoux, ça me donne à peu près le niveau de propagande qui est celui de LCI, puisque c'est elle qui va donner le là parfois pour tout le reste des émissions, parce que les sujets, en fait, sont commentés jusqu'à la fin, jusqu'à à l'apothéose finale avec Éric Brunet et son plateau. Donc on est un peu là-dessus pendant toute la journée. Et donc Elisabeth Martichoux, qui manque totalement de mesure en général, dès qu'on parle de la Russie, eh bien, elle s'est quand même signalée. Alors, je mets en exergue ce compte qui est un baron fou, qui est vraiment un très très bon compte à suivre, avec d'énormes informations et commentaires qui sont assez intéressants également, qui sont partagés par cette personne. Et donc là, il a mis en avant le fait que, alors je ne sais pas exactement ce qu'a dit Xavier Titelman, je ne vais pas reparler de ce qu'il a déclaré sur les différentes supputations qu'il peut y avoir derrière ce Ilyushin 76 qui a été abattu au-dessus de l'aéroport de Belgorod. En tous les cas, ce que j'ai retenu, et globalement ce qu'elle a dit, c'est que pour les Russes mentent toujours et les Ukrainiens disent toujours la vérité. Après 2 ans de guerre, dire des choses pareilles, alors comme des journalistes, je pense que c'est quand même problématique. Dans la mesure où on est face à deux pays en guerre, et ils vont mentir quand ça les arrange et dire la vérité quand ça les arrange. Et c'est tout. Et c'est tout. Et après, c'est à eux de faire ce travail de journaliste ou d'être prudent lorsqu'il y a des informations qui sont données, hein, de part et d'autre. Hein, puisqu'il y a cette guerre de l'information qui nous touche également, hein, puisque je l'ai dit précédemment. Donc, encore une fois, c'est pas le temps de l'information, puisque sa rubrique du matin s'appelle le temps d'information, c'est plutôt le temps de la désinformation, hein, à chaque fois qu'on l'écoute. Hein. Mais bon, heureusement, il y a un ex-ambassadeur à Moscou, là, j'ai oublié son nom, là, qui est très très pertinent, et lui qui intervient en général sur le plateau pour apaiser un petit peu tout le monde. Et puis, le jour où elle a abordé le sujet de justement de Yuchin 76 avec les 65 prisonniers ukrainiens qui auraient été tués dans le crash. Donc ça mérite bien sûr d'être confirmé. Il suffisait de voir le visage du général Trinquant sur la vidéo qui faisait. On a l'air de dire, bon, entre nous, bah, c'est vraiment des supputations qui reposent sur rien, quoi. Voilà. Alors, Hervé, tu es indulgent à la fois avec Martichoux et Titelman. Hein, je retrouve là ta dimension, effectivement, de compassion. Faut savoir cette séquence, allez la voir, les amis, allez voir la séquence. C'est-à-dire que Martichoux, dont on sait que depuis très longtemps, parce que quand on voit des vieilles vidéos, c'est déjà comme ça. Elle est totalement stupide. Je suis désolé. Bon, je dirais un mot de Titelman aussi. Et elle nous dit deux choses intéressantes. Hein. Les prisonniers ukrainiens dans l'avion étaient abattus, étaient déjà morts, c'est-à-dire que l'Ilyushin transportait des morts. Et où? Pourquoi faire? Et donc, comme les invités, et je pense à Trinquant, qui est quand même celui qui dit que la Russie a perdu parce qu'elle n'a pas envahi l'ensemble de la planète, euh, donc effectivement, tu as raison, il fait la tête, là, il dit, mais attention, elle dit, mais attendez, c'est très sérieux, c'est Titelman qui l'a dit, et Titelman, il dit pas des bêtises. Bon, alors Titelman, qui est probablement un peu moins stupide que Elisabeth Martichoux a parfaitement vu le danger, donc il a démenti. Il a dit non, non, non attendez, j'ai jamais dit ça, c'est pas ce que je dis. Alors il s'est lancé dans un raisonnement qui était d'ailleurs ce qui était la seule chose qu'il pouvait faire. Il dit, non, 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 j'ai dit que peut-être que c'est une opération qui sert de couverture au fait que les 10 prisonniers étaient morts parce que, alors là, il redevient Titelman, les Russes, c'est habituel, tuent tous les prisonniers. D'autres disent d'ailleurs de l'autre côté, à ce propos, et on est toujours dans la communication, d'autres disent les Ukrainiens ont fait ça, parce qu'il y a des éléments un peu bizarres. Au début, ils ont revendiqué, puis après, ils ont arrêté. Il y a ce que disent les services français, paraît-il, hein, et c'est l'AFP qui les répercute, et France TV aussi, qui a pris une position très favorable, surprenant de la part de France TV, très favorable à la thèse russe. Moi, je ne prends absolument pas parti. Et donc,
les Russes disent, mais c'est normal et c'est compréhensible que les Ukrainiens aient tué leurs prisonniers, parce que comme ça, ça leur fait peur. Ils vont pas se rendre parce qu'ils savent très bien que s'ils ont été faits prisonniers, que s'il y a des échanges ou quand ils reviendront, on leur fera la peau. C'est pas plus sérieux, hein, c'est pas plus sérieux que l'autre thèse. Voilà. Donc, en ce qui concerne Martichoux, alors la différence entre Martichoux et Titelman. Titelman, alors bien évidemment, il a été intronisé comme expert, etc. Il est si content, il est si heureux, il a ses suiveurs, mais c'est un militant. Il est engagé. Il est à Kiev, je crois, en ce moment. Et ça, j'ai un certain respect pour l'engagement. Dans ma vie, j'en ai fait pas mal. Hein. Donc, mais c'est un militant. Le présenter comme un grand expert, alors qu'on s'en serve un peu, je comprends aussi, mais c'est pas, comment dire, on le lui propose à Titelman. Hein, c'est un militant. Madame Martichoux, c'est dans les faits une militante qui se prétend journaliste. Et ça, c'est inadmissible. L'ARCOM devrait intervenir, l'ARCOM devrait faire des remarques sur ce sujet comme sur bien d'autres, et naturellement, l'ARCOM ne bouge pas, ce qui aboutit effectivement à un effondrement de la réputation des journalistes français, qui sont dans toutes les études internationales classés comme ceux qui inspirent le moins confiance à l'opinion publique. Voilà. Donc en tout cas, comme je l'ai dit, je conseille de voir cette petite scène parce qu'elle est assez cocasse sur un sujet dramatique. Alors maintenant, notre cher ex-président, Oh mon Dieu. depuis qu'il s'est séparé de Julie Gaillet, c'est ça, Julie Gaillet, hein, Il je est trouve que séparé de Julie Gaillet? oui, 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 tu vois, Ah ben on me dit rien. je suis moi tous ces événements. C'est dans Gala, je suis abonné à Gala. Ah ben Et, t'as raison. donc voilà, donc c'est sa dernière sortie. Encore quelqu'un qui a du mal à chercher, qui a du mal à exister. Il est un petit peu comme Valls, tu vois, ce sont des dinosaures d'une autre époque. Hein, voilà, donc bon. Dinosaure, c'est presque un compliment. Moi, je dirais plutôt Ah, limace. Sur le ouais, plan, sur le plan politique, bah, ça a été une catastrophe. Il a été vomi par le pays. Expression d'Emmanuel Todd. Et donc, il vient maintenant et il dit des énormités. C'est-à-dire que, enfin, je rappelle quand même ce qu'a été son mandat, y compris au plan international. Il avait fallu que Obama le tienne par le bras parce qu'à la suite d'un faux drapeau en Syrie, il s'apprêtait à emmener la France en guerre contre la Syrie. Ben voyons. Et là, il vient nous dire, mais c'est pas la première fois, il vient nous dire, Joe Biden, c'est un grand président. Hein, c'est le meilleur président depuis Roosevelt. Alors, je veux bien qu'on considère que Joe Biden, sa politique est bonne, ça peut être l'opinion, encore que s'agissant d'un socialiste, je trouve ça un petit peu curieux. Il est plus atlantiste et plus néoconservateur que les Américains. Et, euh, et surtout, je veux dire, il suffit de regarder les vidéos, il suffit de regarder comment ça fonctionne. C'est problématique. Ce type est à moitié sénile, pas complètement, parce que quelquefois il y a des petits moments de lucidité, mais en ce moment, comme il est en campagne électorale pour la présidence, bah, il est plus souvent dans des meetings ou à faire des interventions, mais c'est dramatique. C'est dramatique. Allez sur Telegram, vous pouvez voir les vidéos où il bafouille, on ne sait pas ce qu'il raconte. Il arrive même plus à lire les prompteurs, quoi. Donc et voilà, il vient nous dire c'est un grand président, le meilleur depuis Roosevelt. C'est tragique quelque part qu'on ait élu ce gars-là à la présidence de la République. Alors c'est moins lui qui a été élu que Sarkozy qui a été battu. Enfin voilà. oui, Bon, en tout cas, il nous a fourgué Macron. Merci François Hollande. c'est exactement ça. C'est Sarkozy qui a été battu. Alors maintenant, on continue dans le narratif. Là, donc là, il y a un binôme infernal. Hein, c'est Alors, je vais Isabelle interrompre Assar. Hervé. Hervé, Ouais, Hervé, il est vas-y. méchant. Hervé, il est méchant, hein, parce que dans son PDF, quand il le fait, il se dit, tiens, il y a Castelnau qui va encore réagir, je vais lui montrer les gens qu'il apprécie. Et je vais faire des compliments sur ceux que tu nous présentes, tu vas voir.
Oui, le binôme infernal, c'est dans l'air. Je pense que c'est dans l'air est en train de concurrencer LCI en termes de propagande. Dommage, puisque c'était une émission qui était plutôt intéressante à regarder il y a des années. Donc là, c'est lié également aux intervenants, hein. Donc là, Isabelle Lasserre, qui est connue pour la pondération de ses positions, et bien sûr l'ex-lieutenant-colonel Guillaume Ancel, qui est connu aussi pour certaines prises de position qui sont proprement délirantes, hein. Il suffit de lire son blog et ses articles au moment de l'offensive ukrainienne de cet été. Donc, bon, tout est à l'avenant, hein. Donc là, il n'y a qu'un mot, c'est tous aux abris, hein. Vérifiez bien vos caves et si elles sont en mesure de supporter des frappes de missiles russes ou des frappes atomiques, parce qu'on n'est pas loin de la guerre là. C'est un peu le même narratif, comme je l'ai dit précédemment, de la période du Covid, hein. Donc on cherche à Mais faire peur. alors, Hervé, explique-moi pourquoi. Alors, Isabelle Lasserre, bon, allez, non, on va pas en dire de mal, parce que c'est trop facile. Lui, Ansel, il est délirant quand il parle de la guerre en Ukraine. Comme Yakovlev, mais Yakovlev, il y a une forme de cynisme un peu déplaisant, quoi. On voit bien, je me fous de votre gueule, mais je vais continuer. Lui, il est sincère. Et Yakovlev, lui, et puis n'oublions pas notre ami Quatremer, concernant le Moyen-Orient, ils ont une position très anti-israélienne, par conséquent très anti-occidentale, puisque l'Occident soutient Israël. Je ne comprends pas très bien. Je Ben, en comprends fait, pas très bien. moi, je pense qu'il y a un point de convergence entre les deux, c'est l'humanisme. L'humanisme et lorsque, alors je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir, hein, mais Guillaume Ancel, il s'est signalé lorsqu'il a critiqué l'engagement français au Rwanda, considérant qu'on n'avait pas fait ce qui devait être fait pour arrêter les massacres. Donc c'est un parti pris humaniste. Lorsque on regarde sa prise de position sur le conflit en Ukraine, au-delà du fait qu'il s'insurge contre le fait que le droit international ne soit pas respecté, mais bon, il y a d'autres endroits où il n'a pas été respecté non plus, c'est un point de vue humaniste. Et lorsque on est sur le conflit à Gaza, on est également sur un point de vue humaniste. Isabelle Lasserre, que j'ai plutôt du mal à analyser, on regarde simplement son parcours, hein. Donc c'est une journaliste qui a toujours été orientée vers l'international. Elle a toujours un avis qui est, entre guillemets, ce qu'on appelle les avis atlantistes, en fait, hein. Donc voilà. Et ils se rejoignent Alors, là-dessus. c'est bon, écoutez, Hervé fait preuve d'une grande, j'allais dire, commisération. Il met le terme humanisme sur les prises de position d'Ancel, ou disant c'est peut-être le déterminant. Ça, je suis pas sûr, je ne sais pas. Et je pense que le problème Ancel, Yakovlev est différent. Est différent. Je pense que Yakovlev est un pervers polymorphe, quelqu'un d'intelligent et qui sait très bien qu'il raconte n'importe quoi, mais il y a une espèce de jouissance à raconter ce qu'il raconte. Je pense qu'il y a. Et donc, les mensonges. Le fait qu'il ait appelé son compte Twitter la punchline de Yakovlev montre bien qu'il adore ça. Il adore ça provoquer, il adore ça. Et je sais très bien que la provocation est une drogue dure, hein. Moi, mon premier livre que j'ai écrit en 1980, ça ne nous rajeunit pas, s'appelait La provocation, et je suis assez bien placé pour savoir que c'est une drogue dure. Yakovlev, c'est ça. Non, Ansel, il veut convaincre. Ansel, il veut convaincre, je crois. Bon, c'est comme ça. Ouais. Bon, en tous les cas, bon, maintenant il est devenu le consultant attitré sur la chaîne parlementaire de mémoire, Public Sénat, et puis c'est dans l'air. Alors maintenant, il y a quand même des choses intéressantes, hein, sur LCI, puisqu'il y a une correspondante qui constate que les villes d'Ukraine sont vides maintenant. Les gens n'osent plus sortir dans la rue, notamment les personnes qui sont mobilisables. Alors, on le retrouve même dans les petits villages. Les gens ne vont plus au club de sport, les gens ne vont plus même dans les... Il y avait des centres de préparation militaire auxquels les gens s'étaient inscrits de manière patriotique au début de l'invasion russe, hein, qui sont désertés, hein, puisque les gens n'osent plus y aller, puisqu'ils se disent, mince, si on va là-bas et qu'on se fait attraper, on va aller sur le front. Donc il y a cette problématique vraiment des effectifs des forces ukrainiennes, ça va être... oui, c'est ce qui va créer cette fragilité et peut-être une bascule courant 2024 des opérations militaires.
Alors maintenant, j'ai regardé le bulletin numéro 3 de veille stratégique de Sylvain Ferrat. Bon, je conseille à tout le monde de le regarder. Il est très intéressant. C'est une bonne synthèse, avec notamment une analyse à la fin de la problématique des États-Unis, avec ce positionnement du Texas cette semaine qui va à l'encontre des directives du pouvoir fédéral. Alors historiquement, il faut savoir que le Texas, c'est une république autonome qui s'est rattachée de son plein gré aux États-Unis. Donc c'est un État qui est très très particulier aux États-Unis. À l'origine, c'était un État d'ailleurs mexicain, le Texas, hein, et puisque se rappelez tous de l'épisode de Fort Alamo et du film éponyme qui a eu un grand succès dans les années 60, que je conseille d'ailleurs à tout le monde de regarder. Voilà, donc un bulletin que je vous conseille de regarder qui est synthétique et qui est très intéressant. Et puis surtout, Attends, un petit mot sur les États-Unis pour vous confirmer. Allez voir. Alors, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a la question de la gestion de la frontière sud et le Texas a décidé de la prendre en charge, a mis des barbelés. L'État fédéral a dit non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut faire, a envoyé les troupes fédérales de la frontière. Abbott, le gouverneur, a dit rien à faire. Vous n'êtes pas autorisé à venir, c'est nous qui continuons à contrôler cette frontière. Recours devant la Cour suprême des États-Unis, pas la Cour suprême du Texas, Cour suprême des États-Unis, décision en défaveur du Texas et de son gouverneur Abbott, et celui-ci a dit je m'assois sur cette décision de la Cour suprême, excusez du peu, et qui pourtant a une composition assez proche des républicains. Et à la suite de ça, il y a 26 États américains qui ont déclaré qu'ils soutenaient totalement la position du Texas. Sur le plan politique, c'est très grave. C'est très grave. Alors bon, peut-être que je suis psychologiquement marqué par la série extraordinaire de Arte des 7 documentaires sur la guerre de sécession américaine qu'il continue à appeler la guerre civile, alors que c'est bien une guerre de sécession. C'est intéressant cette histoire de la qualification et du mot utilisé. Non, les États-Unis traversent une crise, celle-là et d'autres, particulièrement difficile. J'ajoute également que Donald Trump, le cocktail Molotov politique, ainsi que Moore l'appelait, a gagné le New Hampshire après avoir gagné le Dakota, je crois, et il a été condamné par un tribunal new-yorkais dont chacun sait très bien qu'ils sont complètement sous la coupe des démocrates qui dirigent l'État de New York et la ville de New York. Et donc, il avait été condamné, je crois, à 5 millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir diffamé une personne. Et alors, à la suite de ce jugement, il a dit, bon, ben, au moins, le tribunal n'a pas dit que je l'avais violé. Hop, elle a immédiatement réintroduit une procédure. Il a été condamné à 83 millions de dollars pour une nouvelle diffamation. C'est-à-dire, là, on est dans le délire, quoi. On est dans le délire. Je ne suis pas spécialement partisan de Trump, mais je trouve que ce pays, y compris dans la dégradation du fonctionnement de ces institutions judiciaires, est en train de filer vers le mur, comme nous l'explique également Emmanuel Todd, dont on aura pas mal parlé pendant cette émission. et puis le comble, ça serait qu'après que les néo-conservateurs aient voulu démembrer la Russie, c'est que les États-Unis commencent à se démembrer Oui, oui. avec un Texit, un départ prématuré du Texas. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Alors maintenant, pour terminer, vraiment une vidéo vraiment que je vous conseille à tout le monde de regarder sur la chaîne d'Alain Juillet. C'est Alexandre Delval qui est interviewé à l'occasion de la sortie de son livre Mondialisation dangereuse vers un échec global. C'est vraiment une vidéo qui est très très éclairante, qui est pertinente et puis avec des propos qui sont brillants. J'avoue honnêtement que aussi bien les questions d'Alain Juillet, qui est vraiment un vieux sage, qui arrive à synthétiser énormément de choses, et puis les réponses expertes et universitaires d'Alexandre Delval sont vraiment passionnantes à écouter. Voilà, voilà, j'en ai terminé. Je vais arrêter le partage, et puis je vais te laisser conclure. Voilà, ben, on a été assez long aujourd'hui, mais il y avait Bah plein oui, de choses à dire.
hein, et c'est toujours intéressant d'essayer de décoder. Je reviens souvent sur ce que je disais au départ, et quand je vois les vidéos du début, c'était du bricolage avec des webcams. Ça a un peu évolué, c'est de meilleure qualité aujourd'hui. On a Hervé qui nous a rejoint, mais c'est plus de la réinformation pour résister à la propagande de l'époque, c'est aujourd'hui carrément de l'information en donnant des éléments encore plus importants. Et je vais terminer avec notre cher Emmanuel Todd, qu'on a beaucoup cité aujourd'hui, c'est que oui, un des problèmes de l'Occident aujourd'hui, et il le dit, il appelle ça nihilisme, il a tout un raisonnement qui l'y amène, il dit c'est la difficulté aussi, c'est pas que ça, c'est la difficulté à appréhender le réel tel qu'il est, hein, à plutôt se réfugier dans des discours, dans des récits, dans des narratifs qui ne sont pas conformes à cette réalité. Alors, en même temps, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des engagements, qu'on n'a pas des sympathies, qu'on n'a pas des prises de parti. C'est tout à fait possible, mais il faut essayer d'appréhender le réel, et c'est l'effort qu'on fait de vous le présenter de façon différente de ce qu'on entend dans le système médiatique. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de votre attention et puis à très très bientôt. Au revoir.